Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le parc d'exposition d'Abidjan est prêt à accueillir les milliers de visiteurs et participants qui viendront dans le cadre de la 6e édition du SARA, le salon de l'agriculture et des ressources animales qui aura lieu du 29 septembre au 8 octobre prochain. Avant l'ouverture de ce grand rendez-vous, les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Sidi Touré ont visité le parc. Ils rassurent, tout est fin prêt pour accueillir l'événement. Nous irons dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans le Béquet à Bouaké, où le centre dédié à l'enrôlement de la couverture maladie universelle a été officiellement mis en service. Il a été officiellement inauguré par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. On en parle également dans cette édition. Dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron, le président français, a annoncé que l'ambassadeur de France au Niger rentrera en France après avoir refusé pendant plusieurs semaines de rappeler Sylvain Ité, le diplomate en chef au Niger, dont la junte réclamait le départ. Le président français a fini par prendre cette décision. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre, madame, monsieur. Eh bien, nous le disions à l'instant, après avoir donc pris part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, le vice-président de la République, Tiemokom Koné, est rentré à Abidjan. Comme vous pouvez le voir sur ces images, Tiemokom Koné représentait le président Alassane Ouattara à l'occasion. Notons que plusieurs membres du gouvernement étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour l'accueillir à sa descente d'avion. Une architecture moderne qui épouse avec fantaisie le paysage abidjanais du côté de la zone de Port-Bouët vous attend pour la 6e édition du SARA, le salon de l'agriculture et des ressources animales qui aura lieu du 29 septembre au 8 octobre prochain. Nous faisons bien sûr allusion au plus grand des parcs d'exposition de l'Afrique de l'Ouest, le parc d'exposition d'Abidjan. Avant l'ouverture de ce grand rendez-vous, les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Sidi Touré ont visité le parc. Ils rassurent que tout est fin prêt pour accueillir l'édition 2023 de ce salon. Reportage Frédéric Oulaï, Walter Abadou Ouattara. Sur l'axe menant à l'aéroport dans la commune de Port-Bouët se dresse l'imposant parc d'exposition. Cette infrastructure va abriter la 6e édition du Sahara, salon de l'agriculture et des ressources animales. Avant l'ouverture de l'événement, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et son collègue des ressources animales et halieutiques visitent les installations. Des détails sont partagés par l'entreprise en charge de l'organisation. Nous sommes totalement prêts sur les structures essentielles à 95%. Donc toutes les structures sont montées. Vous savez, on a la chance cette année de le faire dans le parc d'exposition d'Abidjan. Donc on a monté donc autour du hall 1 qui fait 6225 m², un autre hall qui fait à peu près 7000 m² pour compléter donc, les surfaces de stand. Et donc on aura en tout sur le Sahara de cette année une couverture d'environ 16 hectares sur l'ensemble du Sahara. Espace pour accueillir les bovins et d'autres espèces animales, les stands, les parkings, salles d'exposition, tout est prêt pour recevoir 400 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes. 300 rencontres B2B, 1300 rencontres d'affaires ainsi que plus de 30 pays y sont attendus. Pour les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Sidi Touré, cette rencontre est une opportunité pour le secteur agricole et animal. Le SARA, c'est des expositions, c'est des entreprises qui exposent, c'est des ministères, des institutions qui viennent exposer leur savoir-faire, etc. C'est le lieu pour moi d'inviter toutes les familles à venir massivement et venir découvrir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien. Le fait même de recevoir des gens de l'extérieur qui viennent non seulement pour visiter le Sahara, faire des expositions, mais découvrir le pays. Et quand ils viennent, ce sont des investissements importants qui sont laissés ici du point de vue touristique. Et il y a des investisseurs aussi qui arrivent pour découvrir les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire. Le salon de l'agriculture et des ressources animales va se tenir du 29 septembre au 8 octobre prochain avec pays invités, le Royaume du Pays-Bas. Cette 6e édition a pour thème « Quelle innovation structurelle
pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. Titre de ce journal, direction la région de Bouaké. À Bouaké, le centre dédié à l'enrôlement à la couverture maladie universelle a été officiellement mis en service. Il a été officiellement inauguré par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara. Bonne nouvelle annoncée au cours de cette inauguration, la prise en charge pour une durée de 3 ans par l'État de Côte d'Ivoire des cotisations des personnes en situation de handicap. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodoko. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, en compagnie du ministre Amadou Koné, procède à la coupure du ruban de mise en service du centre d'enrôlement et de production de cartes de la couverture maladie universelle CMU. Le dispositif mis en place à Bouaké permettra d'enrôler 500 à 800 personnes par jour qui auront leur carte dans les minutes qui suivent. Un atout majeur pour Bouaké et ses environs, salué par le ministre Amadou Koné au nom des populations. Le ministre est venu ici à diverses occasions pour apporter un bien-être ici aux populations de Bouaké. Pour profiter de cette occasion, exprimer également à Maître Camara toute ma gratitude et toute la gratitude des populations de la commune de Bouaké pour tout l'appui qu'ils nous portent ici. Cette cérémonie de Bouaké a permis d'annoncer officiellement la gratuité sur toutes les personnes en situation d'handicap sur 3 années, prise en charge totale du gouvernement. La préoccupation constante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est d'avoir mis au centre de son action politique l'homme, mais également, surtout, les personnes en situation de handicap et nos compatriotes qui sont en situation de difficulté économique. Vos cotisations sur une période de 3 années seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. En plus de ce que vos cotisations seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire, je ne vous le souhaite pas, mais si vous tombez malade, le ticket modérateur de 30% que vous devez payer sur les 3 années seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Comme partout où il est passé, le ministre Adama Camara a soulagé les personnes en situation de handicap en offrant 100 fauteuils roulants. Avant ce don, je me déplaçais avec 2 tabourets dans la maison. J'ai fait un peu, je m'assois sur les tabourets pour pouvoir mener mes activités. Aujourd'hui, je suis très émue. Je dis merci au président de la République pour son grand cœur. Abidjan, Tafiré, Fekese-Dougou, Adzopé, Odiene, Bouaké, le centre institut de la couverture maladie universelle continue de tisser sa toile à travers tout le pays. Et dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste, le régime des jours fériés le mercredi 27 septembre 2023, lendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Maouloud est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Tout autre chose à présent, allaiter son enfant sur son lieu de travail à une heure précise dans des locaux aménagés pour les circonstances. C'est l'ingénieuse idée qu'ont eue les responsables d'une société de traitement de caoutchouc naturel située dans le département d'Abengourou. Conséquence de cette innovation, fini les inquiétudes pour les mamans nourrices pour ce qui concerne l'allaitement de leurs bébés, des bébés heureux et bien épanouis, des mamans plus épanouies au travail et au final, c'est l'entreprise qui se porte mieux. Reportage Hermaniamia. Charlène Mambé est ingénieur contrôle qualité dans une entreprise de traitement du caoutchouc naturel à Agnan-Sué, une sous-préfecture du département d'Abengourou. Elle est nourrice et c'est d'ailleurs son premier bébé. Chaque jour, elle est obligée de laisser son bébé à la nounou pour se rendre au travail. Étant au travail, je suis un peu préoccupée de ce qui se passe à la maison, tout et tout. J'ai une nounou qui reste avec elle, qui passe le temps avec elle. Donc, dans la journée, je peux faire peut-être 3 appels pour voir comment mon bébé se porte et autres. Justement, pour resserrer les liens familiaux entre les nourrices et leurs enfants, l'entreprise où travaille Charlène a ouvert une salle d'allaitement maternel. 2 fois par jour, à 10h et à 16h,
Les nourrissons sont amenés ici pour recevoir le lait maternel. La salle est très confortable. Je me sens déjà à l'aise et je pense que toutes les mères aussi seront très à l'aise dans cette salle-là. Très satisfaite de ce projet-là. Et je tiens à remercier ma direction pour cette grande initiative. Avec la salle d'allaitement là, où bébé sur place, on pourra être plus apaisé, plus productif au niveau du travail. Selon le responsable développement durable de cette entreprise, cette initiative au profit des femmes qui représentent 25% du personnel vise à promouvoir l'allaitement maternel et aussi à contribuer à la santé et au bien-être des futures générations. Nous savons bien que les enfants sont une priorité pour nous tous. Et nous avons voulu, à travers cette salle d'allaitement, renforcer le lien entre les mères et les enfants. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de la directrice générale du district autonome de la Komoué, Marie-Laure Ngoran, et du médecin-chef de l'hôpital d'Apron-Pronou, Oka Maturin, représentant le directeur régional de la santé. L'allaitement maternel est pour nous une action forte dans la lutte contre les maladies infantiles, parce qu'un enfant qui est bien nourri, depuis la salle d'accouchement jusqu'à l'âge de 6 mois en allaitement exclusif, bénéficie des nutriments essentiels qui permettront à cet enfant-là non seulement de bénéficier d'un développement adéquat, mais aussi de lutter contre les pathologies infantiles. Je leur demande de continuer à créer d'autres cadres pour l'épanouissement des femmes et des enfants. En Côte d'Ivoire, l'allaitement exclusif au sein après 6 mois est à un taux insuffisant de 23%. C'est pourquoi cette entreprise a pris l'engagement de contribuer à porter ce taux à 50%, tout en souhaitant que d'autres entreprises leur emboîtent le pas. Madame, Monsieur, dans un village de la sous-préfecture de Djebonoa, dans la région de Bouaké, dénommé Niangban, un malheur a frappé. Des familles ont perdu leurs enfants des suites d'une intoxication alimentaire. En signe de solidarité à ces familles, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, s'est rendue auprès des populations pour apporter la compassion du gouvernement aux parents des victimes et aux populations. Plus de 9 millions de francs CFA en espèces, des vivres et non-vivres ont été offerts aux populations du village au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Reportage signé Jean-Yves Zadi, Charles Tatou. Des sacs de riz, des bidons d'huile, mais aussi des dons en espèces offerts aux familles des victimes et aux populations du village de Niangba, dans la sous-préfecture de Djebonoa, par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Par ce geste, Belmondo Dogo vient apporter la compassion du gouvernement suite au drame causé par l'intoxication alimentaire qu'a connue cette bourgade. Miss Belmondo Dogo profite de cette rencontre pour sensibiliser les populations sur l'utilisation des pesticides avant d'inviter les populations à cultiver la paix, la tolérance et à se détourner de l'esprit de vengeance. Il n'y a pas de mot pour qualifier un parent endeuillé, parce que lorsqu'un père ou une mère perd son enfant, ce n'est ni un veuf ni une veuve. Mais pour nous, il est important d'avoir une campagne sur l'utilisation des pesticides dans nos villages. Nous avons pris en compte les doléances du village, mais ce que nous voulons dire aux parents de Niangban, c'est de ne pas chercher une main mystérieuse. Il n'y a pas de maladie mystérieuse ici. C'est un drame qui touche toute la nation. Nous sommes à leur côté. Message bien perçu par la chefferie qui s'engage à œuvrer auprès des communautés du village afin d'adoucir les cœurs et de garder un climat apaisé. Nous allons tous accepter le pardon de Madame le ministre. Le dernier mot, c'est le pardon. Et comme elle a voulu venir encore dans 6 mois nous réconforter, nous attendons son arrivée. À ce jour, ce sont 9 enfants de 3 à 13 ans qui ont perdu la vie. Comment utiliser les pesticides obsolètes et recycler les déchets plastiques? Les populations du département de Béoumi ont été sensibilisées sur ces différentes questions. C'était au cours d'un atelier organisé par le Fonds pour l'environnement. Le lancement des activités de cette organisation dans le district autonome de la vallée du Bandama a vu la présence du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Laure Goretti, Soro Corona. Les populations du département de Béoumi et du district autonome de la vallée du Bandama sensibilisées sur le recyclage des déchets plastiques et l'utilisation des pesticides obsolètes. Cet atelier organisé par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, vise à accompagner la politique de préservation de l'environnement local. Il s'agit d'un atelier d'information
sur le Fonds pour l'environnement mondial, qui est un mécanisme de financement des projets d'environnement à caractère global. Et le FEM offre des financements sous forme de subventions dans 9 domaines: le changement climatique, la biodiversité, les eaux internationales, la dégradation des sols, les produits chimiques. Les activités du Fonds pour l'environnement mondial sont lancées dans le district autonome de la vallée du Bandama en présence du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Tout ce que nous allons faire dans ce sens va aider nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants à avoir le bel héritage que nous leur promettons et que nous nous proposons de leur transférer. Les pesticides sont des produits utilisés par les agriculteurs pour accroître le rendement. Cependant, ces produits chimiques sont parfois nocifs à la santé humaine et néfastes à l'environnement. Après l'utilisation, les déchets sont jetés pêle-mêle. Les boîtes sont utilisées comme instruments de conserve, de sel, d'eau, ce qui met en difficulté, en danger, disons, nos populations face aux produits chimiques contenus dans ces pesticides-là, qui sont vraiment toxiques pour la population. Alors, il faut donc trouver des mesures adéquates pour leur élimination, c'est-à-dire les collecter, les mettre dans des stockages afin de pouvoir les transférer dans des institutions plus commodes pour leur élimination. Le Fonds pour l'environnement mondial accompagne les populations à travers le financement des projets communautaires. Créée en 1991, cette institution internationale a pour vocation d'investir dans la gestion, la protection et la restauration de l'environnement. Place à présent au dossier de ce journal, la rentrée scolaire. Nous y sommes depuis quelques semaines. Le système éducatif ivoirien fait face à un certain nombre de problèmes, au nombre desquels figurent les difficultés d'apprentissage au primaire, en lecture, écriture et en mathématiques. Pour inverser la tendance, le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs a été initié 5 ans après. Les résultats de ce projet semblent satisfaisants. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. À l'école primaire publique Kasso de Sucre 2, dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Ferkessé-Dougou, une élève fait la fierté de l'établissement. Son nom, Boni Aminata. Une petite fille alerte et dégourdie qui prend toujours plaisir à étudier. Aujourd'hui, elle récolte le fruit de son ardeur au travail et rêve grand. Avant d'aller à l'école primaire, j'étais en classe passerelle. J'ai bien travaillé. On m'a fait partie dans l'école CE4 et à ce moment, j'ai fait la classe CM2. Je vais être docteur. L'ONG travaille avec des enseignants bénévoles recrutés qui ont le niveau déjà de BEPC. Le PAPS nous assure le financement pour leur formation. Le PAPS assure l'équipement des classes et va jusqu'à nous donner les moyens pour la prime mensuelle des enseignants. La petite Boni Aminata en est la parfaite illustration. Après ses classes passerelles, elle a intégré l'école classique à l'EPP de Sucre C4 où elle va préparer l'entrée en 6e et l'examen du CEPE cette année scolaire 2023-2024. C'est une seconde chance que cette petite fille de 11 ans a su saisir grâce aux classes passerelles. Un enfant non scolarisé est un adulte analphabète en devenir. Les classes passerelles permettent justement à l'État de Côte d'Ivoire de récupérer ses enfants et de leur accorder ce droit à l'éducation. 4 organisations non gouvernementales spécialisées bénéficient du soutien du PAPS en termes de moyens financiers et matériels nécessaires pour la création de classes passerelles ou écoles de la seconde chance dans les 6 régions d'intervention du projet que sont la Bagoué, le Béré, le Bunkani, le Kabadougou, le Poro et le Kyologo. Les instituteurs, les directeurs d'école et la chaîne d'encadrement que constituent les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont un important dispositif dans l'atteinte des objectifs du PAPS. À leur bénéfice, un assortiment d'activités est mis en œuvre pour améliorer les pratiques d'apprentissage des élèves. Il y a eu une formation en lecture et 2 formations en mathématiques. J'ai des guides pédagogiques, les décodables, les déchiffrables. Chaque mois, on organise des journées pédagogiques avec toutes les écoles du projet. Sur un thème, quand on fait nos bulletins de visite, on voit vraiment les mettre et respecter ces différentes pratiques. Aujourd'hui, les résultats de l'apprentissage, de la lecture-écriture et des mathématiques sont satisfaisants grâce à la méthode PAPS.
Au projet, mon enfant apprend mieux à l'école. Ces 2 disciplines déterminantes de l'éducation de base sont enseignées et apprises à partir de nouveaux outils conçus par les équipes de la direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut ajouter à ça les guides que nous avons. On peut dire que ça diminue véritablement le travail de l'enseignant. On souhaite que ce projet-là prenne toute la nation, de sorte que tout le monde bénéficie du bienfait de PAPS. Nos élèves vont pouvoir comprendre ce qu'ils font, ils vont pouvoir aimer ce qu'ils font, ils ne vont plus avoir la phobie de la lecture, ils ne vont plus avoir la phobie des mathématiques. Ils sont au centre et ils sont des acteurs actifs, n'est-ce pas, du processus d'apprentissage. À l'objectif d'amélioration des résultats d'apprentissage dans les écoles primaires bénéficiaires du PAPS s'ajoute celui de renforcer l'accès à l'éducation préscolaire. Dans cette perspective, le PAPS a permis la construction d'infrastructures au préscolaire. Après 5 ans de mise en œuvre, ce sont 117 centres préscolaires communautaires et préprimaires qui ont été construits, équipés et pourvus de blocs latrines. Les enseignants de qualité y ont été affectés et ces établissements bénéficient d'un système de suivi de l'enfant. Si l'enfant n'a pas l'âge requis et qu'il va au CP1, il va s'en dire que cet enfant, sur le plan social, sur le plan socio-affectif, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, l'enfant aura un retard énorme sur son développement psychologique. Centres préscolaires communautaires et écoles primaires PAPS. Les communautés bénéficiaires s'en félicitent au regard de l'impact de ces centres d'apprentissage dans le fonctionnement desquels elles s'impliquent fortement et sur lesquels aussi elles portent une haute attention vu que le PAPS a opéré un transfert de compétences aux communautés dans une démarche de développement participatif. Aujourd'hui, avec PAPS, ces bâtiments, c'est les enfants eux-mêmes qui ont envie d'aller à l'école. Les enfants viennent d'eux-mêmes sans que les parents ne se déplacent avec l'enfant. Donc, il faut dire que PAPS, en tout cas, a changé. PAPS nous a vraiment aidés. À ce jour, 150 communautés dépourvues d'infrastructures ont vu leurs enfants accéder à l'éducation. 4518 enfants des écoles passerelles seront réintégrés dans les établissements formels cette année scolaire 2023-2024. De l'avis des pédagogues, une bonne perspective pour l'accroissement de l'accès à la maternelle et l'amélioration de la qualité des apprentissages et des résultats scolaires. Voilà. Projet PAPS, le défi de la performance, un sujet signé Eugène. Sortons des salles de classe à présent. Un peu d'exercice physique entre réchauffement et concentration des candidats au concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS. Le top départ des épreuves physiques et sportives a été donné par le ministre des Sports dans Paulin Claude. Il n'a pas manqué d'encourager à persévérer dans l'effort les 9266 candidats qui frappent aux portes de l'INJS. Arsène Kouassi. Plus de 9000 candidats contre 5000 l'année dernière sont en course pour le concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Ces jeunes sont en compétition en vue d'intégrer des cycles de formation des professeurs de collège, option entrepreneuriat, spécialité éducation permanente et option éducation physique et sportive. Je suis venue tenter ma chance parce que j'aime vraiment le sport à l'école des sports INJS. J'espère qu'avec cette performance que je viens de démontrer, j'aurai mes chances d'être admise au concours. J'espère aussi que ma prestation va jouer en ma faveur. Je souhaiterais intégrer cette école de référence et de prestige. J'aime beaucoup le sport et même quand je suis passée, c'était facile parce que j'ai l'habitude de faire. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, et le directeur de l'INJS, Habib Sanogo, ont visité les différents jurys avant de marquer des arrêts dans plusieurs ateliers pour voir les différents candidats au concours d'entrée à la session 2023-2024. En cette année de la jeunesse, monsieur le ministre a bien voulu adapter donc le dispositif en laissant l'âge du bac et en remontant l'âge donc des candidats de 30 à 32 ans. Ce qui nous a permis d'avoir plus de 9266 candidats. Nous souhaitons que ces candidats qui ont choisi cette filière sportive comme métier, qui ont choisi les métiers du sport comme source de professionnalisation, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Comme vous le constatez, au sport, il y a très peu de marge pour la tricherie. Il faut donner le meilleur de soi-même et sachez que nous serons très rigoureux pour que tous les jeunes Ivoiriens aient l'égalité des chances d'accès
aux métiers du sport et aux opportunités offertes par le gouvernement. Après l'étape du sport, les candidats composent également aux épreuves écrites. Les résultats seront connus en novembre 2023. Chance à tous les candidats qui frappent aux portes de cet institut. L'heure du bilan et du renouvellement des instances a sonné du côté de la Jeune Chambre internationale d'Abidjan. Actions de développement et perspectives sont également évoquées pour la nouvelle équipe. Astou Touré Daniogo. L'heure est au bilan à ce 8e congrès de la JCI Abidjan Prestige. Plusieurs actions ont marqué le mandat précédent, notamment une sensibilisation sur la sécurité routière à Louviguier, à Agboville et des dons en matériel sanitaire et agricole. La Jeune Chambre internationale est bien plus qu'une simple association. C'est une véritable communauté où des jeunes leaders se rassemblent pour créer un impact positif. Au cours de ce mandat, j'ai été témoin du formidable potentiel qui réside au sein de notre réseau mondial. En tant que président sortant, il est important pour moi d'insister sur l'importance du leadership responsable au sein même de notre organisation. Cette rencontre a été également l'occasion de renouveler les instances. Nda Alexandre est élu président exécutif de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige au compte de l'année 2024. Il place son mandat sous le sceau du trident formation, opportunité et innovation. Nous aurons tout d'abord la prééminence de nos programmes de formation. Nous offrirons des opportunités diversifiées et tangibles à nos membres, afin de permettre à chacun d'entre eux, à travers les efforts du comité directeur local 2024, de rivaliser d'innovation dans leurs actions. Nous avons foi aux qualités et compétences de cette nouvelle génération de membres Prestige, qui rivalisera d'innovation aux côtés du comité directeur local 2024, pour maintenir le prestige de notre organisation afin de créer et de saisir des opportunités. La 8e convention locale de la JCI Abidjan Prestige, dénommée Essaounou, aura tenu toutes ses promesses en présence de ses membres et des invités spéciaux. Nda Alexandre et son équipe entendent impulser une dynamique nouvelle afin d'impacter positivement et durablement les jeunes de Côte d'Ivoire. Migration et développement, défis et opportunités, voici les thèmes abordés au cours de la cérémonie d'ouverture marquant la 6e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne qui se sont déroulés ici à Abidjan. L'initiative est du réseau des Ivoiriens diplômés de la diaspora. C'est ce que nous dit Amidi Rassouba et Didier Nguessan. Plus de 200 étudiants, entrepreneurs et exposants participent à la 6e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne, à l'initiative du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, RIDD. Les réflexions portent sur migration et développement, défis et opportunités. Selon une étude en 2019, 10 600 étudiants ivoiriens étaient en mobilité internationale. Plus de 2 tiers d'entre eux étudiaient dans les pays de l'Organisation de la coopération et du développement économique, OCDE. Cette célébration vise à faire la promotion des étudiants diplômés et entrepreneurs ivoiriens de la diaspora afin de les inciter à venir mettre leurs compétences au service du développement de la Côte d'Ivoire. Ces awards sont aussi une lucarne ouverte pour célébrer l'excellence, distinguer les meilleurs talents de la diaspora, exposer le potentiel formidable des ressources humaines de la diaspora, présenter les potentialités d'insertion dans le tissu socio-économique et promouvoir le retour des entrepreneurs de la diaspora en Côte d'Ivoire. Cette plateforme contribue à promouvoir les talents de la diaspora par la culture du mérite. La Côte d'Ivoire est maintenant la 2e puissance économique au sein de la CEDEAO, surpassant le Ghana. 2023, c'est l'année de la jeunesse, ça prend des opportunités. Le RID, en outre, renferme une dimension civique forte, celle de contribuer au progrès, à la recherche et à la reconnaissance de la bonne éducation pour la jeunesse, tout en restant accessible à tous les étudiants sans considération du genre et de l'origine. Au thème de ces 2 jours d'activité, le RIDD envisage de mettre en relation les entreprises privées, les organisations et les cabinets de recrutement, ainsi que les diplômés de la diaspora, les migrants de retour et les étudiants au plan local.
Troisième et dernier titre dans l'actualité internationale. Hier dimanche, dans la soirée, dans un entretien conjoint à TF1 et France 2, Emmanuel Macron, le président français, a annoncé que dans les prochaines heures, l'ambassadeur de France au Niger allait rentrer en France après avoir refusé pendant plusieurs semaines de rappeler Sylvain Ité, le diplomate en chef au Niger, dont la junte réclamait le départ. Le président français a fini par prendre cette décision. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme, a également déclaré Emmanuel Macron, indiquant que les 1500 militaires français partiraient dans les semaines et les mois qui viennent et que le retrait serait totalement achevé d'ici la fin de l'année. Nous nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Cependant, a terminé le président français. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.